Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie. Bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique. Le 28 février 1955, des militants de la cause nationale algérienne ont décidé d'organiser l'une des plus spectaculaires opérations militaires d'acheminement d'armes vers le pays. Digne d'un roman d'espionnage international, vous allez voir. Nadir Bouzar, Mohamed Boukhrouba, qui deviendra plus tard le président algérien Houari Boumediene, avec Abdelrahman Mohamed, Arfaoui Mohamed et d'autres héros de la nation vont embarquer sur le bateau Le Dina contre vents et marées. Ils vont défier toutes les flottes militaires françaises à partir de l'Égypte, d'Alexandrie plus précisément. Toute l'histoire de cette extraordinaire expédition maritime vous sera présentée ce soir dans Ciné Thématique avec bien sûr le réalisateur de ce documentaire Abdelrahman Hayen qui sera avec nous juste après ça. Un canot de sauvetage aménagé en yacht, 11 mètres de long seulement, 2 moteurs de mazout, 2 parties ou 2 cales, petites cales, une vitesse maximale de 8 nœuds, ce qui équivaut à un petit peu 15 km par heure, et encore quand il fait beau. Fakhr al-Bihar, qui sera baptisé le Dina, en hommage bien sûr à la reine de Jordanie. Voici un extrait sans plus tarder de votre documentaire de ce jeudi soir. Encore une fois, bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique. Lorsque le bateau, vermoulu par les tempêtes et son long périple depuis 3 semaines, parvint en vue des côtes algéro-marocaines, Nadir Bouzar, le chef de cette extraordinaire expédition qui s'achevait, se trouve avec Mohamed Boukhrouba, feu le président Boumediene, sur le pont du navire. Le yacht, le Dina, venait d'achever sa mission en accostant à Nador au Maroc, tout près de la frontière algérienne. Et quelle mission! L'une des plus spectaculaires qu'a connue la guerre de libération nationale. Mais quelle fut donc l'histoire du Dina, de ce yacht appartenant à la reine de Jordanie? D'où venait-il? Que transportait-il? Pour qui? Qui étaient les responsables de cette expédition hors norme qui permit à l'armée de libération nationale, ainsi qu'à l'armée de libération marocaine, de s'approvisionner pour la première fois et en commun en quantités importantes d'armements destinés aux guerres de libération des 2 pays frères? Pour répondre à toutes ces questions, il faut rester avec nous sur Canal Algérie, puisqu'il est là, notre invité, Abdelrahman Hayen, le réalisateur de ce projet. Il va tenter de répondre sur toutes ces questions. Bonsoir, Abdelrahman Hayen. Bonsoir. Merci d'avoir accepté Merci de m'avoir invité. L'invitation de Canal Algérie. Et c'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Donc, merci. Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste du quotidien Al-Watan, oui, donc c'est une bio express pour vous présenter un petit peu à nos chers téléspectateurs. Donc en 95, vous partez en France, vous allez travailler dans la presse écrite, hein, c'est normal puisque vous venez de la presse écrite, mais vous allez rejoindre en 98, c'est ça, vous me corrigez? Absolument. France Télévisions, France 2 plus précisément, pour être à la tête d'une émission qui garde sa pérennité, j'allais dire, l'émission Islam. Qui passe tous les dimanches matins, tout à fait. Oui, vous avez confié à un ami à vous qui s'appelle Boelem Gritli, qu'on salue, avec lequel vous avez travaillé sur un autre travail historique, à vous qui êtes appelé à nous juger, qui est passé sur votre plateau, absolument, il y a quelques semaines. Canal Algérie, actuellement, vous travaillez, bien sûr, vous êtes à la tête d'une société de production, et vous travaillez sur l'histoire, vous travaillez aussi sur un aspect humanitaire, puisque vous faites des travaux sur la sensibilisation en Afrique, contre la famine, contre les guerres. Absolument, pour de grandes ONG, absolument. C'est des choses parfaitement. Magnifique travail que vous faites. Je vais laisser un petit peu tomber mes feuilles parce que c'est une affaire de feeling. Quand on s'est rencontrés, on a vu le documentaire Le Dina, franchement. Oui. Mais quelle histoire! C'est une belle histoire. Comment avez-vous découvert cette histoire qui est pratiquement méconnue par les Algériens? Absolument. En fait, moi, ce qui m'intéresse un petit peu dans l'histoire, c'est pas la grande histoire. Je pense que tout le monde connaît la grande histoire de l'Algérie, la fabuleuse grande histoire de l'Algérie. Ce qui m'intéresse aussi, ce sont les petites histoires. C'est un peu comme vous savez, les petites rivières qui font les grands fleuves. La grande histoire d'Algérie a été faite de petites histoires, de héros anonymes, de gens des petites mains, des gens qui ont contribué à cette grande histoire de ce grand pays. Et c'est ce qui m'intéressait. L'histoire du Dina, c'est un petit peu un hasard. J'ai eu la chance de rencontrer
au cours d'une rencontre, j'allais dire, familiale, la famille de Nadir Bouzad, donc le chef de cette expédition-là. Vous avez rencontré le fils, Abdelkader. Absolument, absolument. C'est Abdelkader qui m'a mis un petit peu sur la piste de ce... En me disant tout simplement que son père, que cette expédition avait été honorée par l'inauguration d'une stèle à Nador, au Maroc, pour sceller un petit peu l'amitié algéro-marocaine, absolument, et pour honorer donc les héros de ce navire qui, encore vous l'avez dit, faut-il le rappeler, a été un navire qui a transporté de l'armement aussi bien pour les moudjahidines algériens que pour les maquisards, les résistants marocains. Donc c'est une opération algéro-marocaine. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser parce que je ne connaissais pas. Et Abdelkader m'a mis un petit peu sur la piste aussi du livre de Nadir Bouzad. Il a écrit un livre. Une sorte de journal de bord sur ce qui s'est passé sur le Dina. Je l'ai lu et j'ai été subjugué par cette histoire de courage, d'abnégation, d'héroïsme. Ce sont des gens qui ont embarqué, dont vous lisiez tout à l'heure, embarqué sur un petit yacht. C'était à la limite une opération suicide. Tout à fait. Donc c'était assez intéressant. Il y avait cet aspect d'homme, de courage, d'abnégation. Il y avait aussi cet aspect précurseur. C'est le premier bateau. Pratiquement on est à quelques mois, on est en février 55. On est juste au début de l'insurrection. Absolument. Le déclenchement de la révolution. Absolument. Il est précurseur. Et, je veux dire, ceux qui ont envoyé ce bateau ne savaient pas s'il allait arriver un jour. Donc ça m'intéresse. Alors ceux qui ont vu justement le bateau comme ça, ils ont dit son destin est scellé, c'est impossible. Ils ne vont pas pouvoir faire ce périple. Parce qu'il s'agit d'un déplacement quand même assez important. Il fallait acheminer ses armes depuis Alexandrie et partir jusqu'à Razawet. C'était le premier objectif. Après, il y a une autre histoire. Absolument. Quand vous me l'avez raconté, c'est digne d'un roman d'espionnage, un film d'aventure. Ils vont s'échouer contre un rocher sur les côtes marocaines. Et vous allez après nous raconter qu'est-ce qui va se passer. Le contexte est particulier. Est-ce que Abdelrahman, votre nature journalistique, j'allais dire, vous a beaucoup aidé dans votre travail de réalisation? Je parle d'investigation, parce que quand on voit votre travail, quand même, on voit vous allez recoller des éléments comme ça. Et là, je pense directement à cette opération Hold Up menée à Oran par Hussein Aït Ahmed, Allah yarhamou, avec bien sûr Ben Bella, Allah yarhamou fi les autres en tout cas. Ils ont commis un hold-up. La poste d'Oran, on est à peu près, ça a été orchestré en 1949, et qui va justement, cette affaire-là, être un élément qui va jouer autour de ce manque d'armement, comment pallier à ce manque, comment Ben Mhidi aussi a cédé des armes à des régions plus... Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que au cours du braquage de la poste d'Oran, donc l'argent qui a été volé à ce moment-là va servir à acheter de l'armement qui va être stocké, stocké et caché en attendant le début de l'insurrection. Ce stock d'armement a essentiellement été distribué dans les Aurès, en Kabylie, et dans le centre du pays. Ce qui est magnifique, quand on parle d'argent subtilisé de la poste d'Oran, et on parle justement de ces armes qui ont été transférées au centre du pays. Les téléspectateurs peut-être ne le savent pas, il s'agit de pas beaucoup d'armes, il s'agit d'une petite quantité d'armes qui a servi justement au déclenchement de la grande révolution nationale. Absolument. On parle de quelques pièces. Ah oui, c'est quelques dizaines, quelques centaines de pièces d'armement. C'était pas beaucoup, mais ça a suffi effectivement à déclencher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Arabie ibn Mehdi, qui commandait la zone 5 à l'époque, c'était pas encore une wilaya, c'est l'Oranie. C'est l'Oranie. S'était désisté de son, d'ailleurs, de son quota. Absolument. Et il s'est désisté de son quota au profit des zones qu'il estimait lui être plus aptes à tenir le choc, parce qu'il fallait s'attendre à la réaction de l'armée coloniale après le déclenchement. Donc il pensait que les Aurès, la Kabylie et le centre avaient plus de temps sur un plan géographique aussi, l'Oranie elle est plate. Donc en fait l'Oranie s'est retrouvée un petit peu, comment dirais-je, sans armes, ou très peu d'armes, ce qui fait que l'opération Ludina a été organisée à partir du Caire, à partir du bureau maghrébin du Caire, pour alimenter essentiellement la région ouest de l'Algérie et donc l'Arabie ibn Mehdi. Tout à fait. Journaliste, vous faites votre enquête pour recoller tous ces morceaux-là. Il fallait aussi
revenir vers ce contexte assez particulier, celui de l'Égypte, qui se voulait pôle bien sûr important pour l'Union maghrébine. Donc on est dans la période de l'Égypte nassérienne, donc le leader de la révolution égyptienne. Et il y a cette volonté aussi d'unir le Maghreb. Et là, je pense directement à des propos qui ont été justement relatés par le responsable de la sécurité et du renseignement égyptien, qui dit que nous insistons sur le fait d'envoyer des armes et de libérer l'Algérie. C'est une tâche qui n'est pas à l'Algérie seule, mais c'est une tâche qui concerne tous les pays arabes. Il est absolument essentiel aujourd'hui d'aider l'Algérie. Absolument. Vous pouvez nous parler de ces découvertes-là, de ces réunions catimini Le Caire est d'abord le siège du bureau maghrébin. Le bureau maghrébin regroupe l'ensemble des leaders de la résistance maghrébine, c'est-à-dire aussi bien les Marocains, les Algériens que les Tunisiens. Il y a là l'émir Al-Khatib, il y a là Ben Bella bien sûr, il y a d'autres. Et l'Égypte est un peu le phare du monde arabe à ce moment-là. Nasser se voit comme le leader du monde arabe. Mais il y a un aspect intéressant, c'est que il y a beaucoup de tentatives, il y a des débuts, il y a beaucoup de discussions sur comment faire pour se défaire du colonialisme. Évidemment, l'option armée est vite retenue, mais les Égyptiens s'impatientent, ils sentent que, enfin, ils ne voient pas venir le déclenchement des révolutions au Maghreb, donc ils sont un petit peu réticents au départ, en tout cas au départ. C'est pour ça que l'opération Le Dina, lorsqu'elle est montée, l'opération Le Dina, les Égyptiens sont un petit peu sceptiques. Ils ne fournissent pas d'armes. Ils ne donnent pas d'armes. Mais par contre, ils vont affréter quand même. Alors non, ils vont aider à trouver le Dina. Voilà. Mais ils ne vont pas donner ni de bateau ni d'armes. Ce sont les Irakiens, les premiers qui donnent des quantités importantes d'armes aux révolutionnaires algériens et marocains. Les Égyptiens ouvrent des petits camps d'entraînement pour les nationalistes algériens, les moudjahidines algériens. Mais ils sont encore dubitatifs, ils se posent des questions. Est-ce qu'ils vont y aller, vont pas y aller, les Algériens? Et les Algériens vont prouver au monde arabe, aux Égyptiens et au monde arabe, qu'ils étaient capables d'organiser et de déclencher une guerre vis-à-vis de ce qui était considéré en tout cas à l'époque comme la troisième puissance militaire mondiale. Donc c'était très important. Et le Dina fait partie, dans sa petite histoire, fait partie de cette volonté des nationalistes algériens de prouver au monde arabe qu'ils étaient capables de libérer leur pays. Et comment on a retrouvé le Dina? Pourquoi le Dina spécialement? Alors, le Dina, c'est une histoire assez rocambolesque. Le Dina appartenait à la reine de Jordanie, donc l'ancienne femme la première femme du roi Hussein. Qui est d'origine égyptienne. Enfin, elle est d'origine égyptienne, absolument. Elle est d'origine égyptienne. Et son bateau était utilisé en fait par son père, à elle, pour des petites opérations de contrebande, de cigarettes, de long de la Méditerranée et en mer Rouge. Et les Égyptiens avaient repéré ce bateau-là à quai, à Tripoli. Et lorsque Ben Bella, revenant à la charge auprès des Égyptiens, j'ai besoin d'un bateau, les Irakiens nous donnent des armes. Un jour, Nasser lui dit, écoutez, nous n'avons pas de bateau, mais nous avons repéré un qui est à quai à Tripoli, et il s'appelle Fakhr al-Bihar. C'est un bateau qui sert à la contrebande. Nous pouvons vous aider à la raisonner, à le prendre, à le voler. Tout simplement. C'est ce qui a été fait. Ben Bella, à la tête d'une escouade de militants de Fidaïn algériens, va à Tripoli, prend possession. C'est des jeunes. Comme Mohamed Boukharaoui qui était étudiant, Nadir Bouzar aussi. À ce moment-là, ceux qui vont arraisonner le bateau à Tripoli, ce n'est pas encore ceux qui vont monter sur le bateau. C'est une petite escouade de Fidaïn. Ce sont des gens qui sont quand même entraînés. Ils y vont, ils arraisonnent le bateau, ils le ramènent à Alexandrie. À partir de là, l'opération allait monter. Voilà. À partir de là, démarre cette fabuleuse aventure. Parfait. Donc voilà. Courageux équipage.
ils sont complètement suicidaires. Mais c'est pas ça. En fait, ils sont animés d'une volonté mais incroyable. Inébranlable. Inébranlable. Absolument. Ils sont dévoués à l'amour de l'Algérie. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Mais aucune expérience. Rien. Dans la navigation maritime ou marine. Ils ont 25 ans. Ils ont du culot, ils ont du courage, ils ont de la navigation, ils ont un amour fou de leur vie. La mort ne leur paraît pas quelque chose d'important. Ils embarquent à bord d'un bateau qui fait, vous le disiez tout à l'heure, qui est un gros canot de sauvetage aménagé en yacht, hein, c'est pas quelque chose avec un équipage totalement hétéroclite. Vous avez un commandant de bord yougoslave, vous avez qui s'appelle le commandant Jean, qui est un pilote de chasse, qui est ancien pilote de chasse de l'aéronautique, qui est ami aussi de la cause algérienne, qui est devenu un grand homme, qui est devenu un shahid d'ailleurs, qui est mort sous les tortures de maladie et sous les tortures à la prison d'Oran. Pour une autre aventure maritime, bien sûr, celle de l'Atos. Il a été commandant de l'Atos, on le sait peut-être moins, mais il a été commandant de l'Atos, il a été arrêté, torturé, il est mort sous la torture à la prison d'Oran. Donc c'est un autre bateau en fait qui était censé acheminer des armes. C'était la deuxième opération. Absolument. Voilà En fait, peut-être pour résumer rapidement, le Dina a été le précurseur de cette flotte qu'on peut appeler la flotte de la liberté, hein, de cette flotte de bateaux qui sont venus irriguer, plus tard, tout le long de la guerre de libération, irriguer les maquis avec des centaines de tonnes d'armement. Donc le Dina a vraiment été le début. Beaucoup d'escales, beaucoup de tempêtes et des conditions de santé déplorables. Ah oui, c'est vraiment une odyssée. Hein. Nadir Bouzar le raconte dans son livre Le Dina. Quand on finit le livre, on dit ils ont eu le fait d'arriver jusqu'à Nador au Maroc, c'est un miracle. C'est un miracle. Ils ont tout connu. Ils ont connu les maladies, la dysenterie, la rébellion, parce que il faut savoir que vous aviez en quelque sorte, dans ce petit bateau, vous aviez deux collèges. Vous aviez l'équipage, le petit équipage hétéroclite, un Soudanais, un Yougoslave, des Libyens, des Égyptiens, et vous aviez la petite troupe de jeunes étudiants. Qu'on appelait les résistants. Absolument, les jeunes étudiants algériens. Ça n'a pas très bien fonctionné au début entre eux. D'ailleurs, ils étaient contraints de s'isoler les uns des autres. Et puis de laisser 2 ou 3 partir. Absolument. Nadir Bouzar, qui était le chef de l'expédition. Une fois à Tripoli. Absolument. Nadir Bouzar, qui était le chef a eu du mal un petit peu à contenir les uns et les autres. Donc ils ont tout connu. Ils ont connu les tempêtes. Ils ont été obligés de rentrer dans le port de Tripoli, où il y avait des paquebots entiers. Ils sont partis se cacher en Sicile. Partis se cacher en Sicile parce qu'il y avait justement des services, enfin les services secrets. Les services français avaient eu vent, bien sûr, avaient eu vent. Donc vous avez des bateaux, de grands bateaux de guerre français qui le cherchaient tout le long de la Méditerranée. Vous avez des avions qui survolaient le bateau. Ça a été vraiment. Alors c'est bien simple. Le bateau était parti pour une expédition qui devait durer à peu près 6-7 jours. Ils en ont mis 32. Voilà, ils ont mis 32 jours pour arriver à Nador dans des conditions abominables. Quand Nadir Bouzar, à l'arrivée à Nador, a vu le rivage, il s'est dit ça y est, on est arrivé, c'était pas encore fini. Et c'est là exactement, c'est le moment de l'abattement, ils sont abattus. Parce que là, il y a une tempête, ils en peuvent plus. Ils ne peuvent pas accoster. Ils en peuvent plus. Les conditions de visibilité sont pratiquement nulles. C'est nul. Les gens qui doivent les attendre, ils n'arrivent pas à voir les signaux, ils sont obligés de vous imaginez 32 jours de mer, ils sont obligés de faire demi-tour et de repartir à Melilla, en Espagne. Quand on parle de bravoure aussi, il ne faut pas oublier aussi la bravoure de ses frères Moufaq, comme leur nom l'indique. Moufaq, ça veut dire ceux qui vont gagner ou ceux qui vont réussir. C'est assez curieux. C'est extraordinaire. Et ces frères-là qui vont... C'est des Marocains? C'est des Algériens. C'est des Algériens qui se sont déplacés au Maroc? Absolument. Dans les côtes marocaines? Absolument. Donc il faut savoir que... Avec nos frères, bien sûr, marocains à l'époque. Absolument. Bien sûr, ils vont guetter l'arrivée du Dina. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que donc, lorsque la résistance, donc les responsables de la résistance algérienne ont eu vent de l'approche du bateau, ils ont mobilisé une petite équipe, un petit groupe de nageurs, de pêcheurs-nageurs de Razawat, venant de la région de Razawat. Qui ont cette expérience de la plongée. Absolument, qui connaissent très bien la mer. C'est les enfants de la mer. Absolument, c'est d'excellents. D'ailleurs, dans le documentaire, on explique bien tout ça. Ce sont d'excellents nageurs qui ont été donc acheminés vers Nador, donc au Maroc. Ils ont traversé la frontière dans des conditions terribles et ils ont permis, c'est eux qui ont
réussi à décharger l'armement, caisses, ouais. absolument. Donc, et comme vous le disiez si bien, c'est dans des conditions épouvantables. Il faut imaginer, il est 3 heures du matin, il fait nuit noire, il y a une tempête, le bateau s'est échoué il est en train de couler, et les jeunes maquisards, les jeunes résistants de Razawat plongent dans l'eau glaciale jusqu'au bateau, et ils plongent, ils cherchent les caisses, ils font une chaîne humaine, ils ramènent tout. Il n'y a pas un seul fusil qui sera perdu, pas un seul. C'est un courage extraordinaire. Mais le timing, Abdelrahman, il est un peu... incroyable, puisqu'on est dans le mois de février, mars, avril. C'est généralement les mois où la mer est agitée, là où il y a beaucoup de tempêtes. Donc c'est une opération kamikaze, mais ah oui, tout à 100%. À fait. Ah oui, tout à fait. Ils auraient peut-être pu choisir le printemps, partir un peu quand il fait beau. Mais en fait, ils ont joué aussi sur le... Ils ont détourné le... C'est le culot. C'est le culot, mais en même temps, c'est pour détourner les services français, pour dire que c'est impossible, ils ne pourront jamais le faire. C'est absolument ça, c'est absolument. Les services français, je pense qu'ils ont été complètement pris au dépourvu, ils ne savaient pas ce qui pouvait se tramer, et surtout ils ont sûrement dû se dire qu'en plein mois d'hiver, il était impossible qu'un bateau puisse prendre la mer pour amener de... Et puis encore une fois, c'est important de souligner, on est en février 55. La guerre de libération vient juste de commencer. Les Français eux-mêmes sont surpris par l'ampleur de l'insurrection armée algérienne, donc ils populaire. Ce n'est pas du tout. Ils ne pouvaient pas imaginer une telle opération va être organisée par des jeunes militants étudiants algériens. Évidemment, ils savaient dès le départ qu'il y avait de l'armement qui venait par voie terrestre, via la Tunisie et via la Libye. Mais à aucun moment, ils n'ont pu imaginer que les Algériens pouvaient organiser une expédition maritime. Ça, c'était quelque chose. Ce n'est que bien plus tard. Oui. Alors, dans votre travail, vous avez trouvé des témoins, et des témoins de l'époque aussi. Des témoins qui, leur témoignage... Oui, du côté algérien et du côté marocain. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est des témoignages précieux pour l'histoire, pour les jeunes, pour nos repères, justement, et pour l'authenticité de l'histoire. Donc, vous avez pu... approcher Reski Basta. Bien sûr, voilà, très grand résistant. Militant de la LN, résistant. Abdelkader Bouzar, qui n'est autre que le fils de Abdelkader Nadir Abdelkader, et c'est le nom de son père glorieux martyr de la nation. Et puis la veuve, Madame Bouzar, Zarhouni Zoubida Bouzar. Bien sûr. Vous l'approchez aussi. Et vous parlez de ce monsieur. Intellectuel, malgré toute toutes ces contraintes, malgré les tempêtes, les vents et les marées et toutes ces contraintes qui ont pu le croiser dans ce périple pour la bonne cause, il prend un stylo et il prend du papier et il écrit tout, même des anecdotes, des moments de sourire, de gaieté, de rire, Absolument. Voilà. C'est un homme, c'est un parcours exceptionnel. Je pense qu'il fait partie de cette race d'Algériens ayant eu des parcours incroyables pendant la guerre de libération. Il est ce que je disais au départ, il est la petite histoire dans la grande histoire. Nadir Bouzar, c'est quelqu'un c'est un intellectuel issu d'une grande famille de la région de Miliana, qui est né, qui a grandi au Maroc, qui a été officier de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme Ahmed Ben Bella, qui a été haut fonctionnaire de l'administration française, qui a tout quitté parce qu'il n'en pouvait plus de cette colonisation terrible, aussi bien au Maroc qu'en Algérie. Donc il a tout quitté, il a traversé, il est parti vers le Caire pour rejoindre le bureau maghrébin et rejoindre la résistance maghrébine, et en offrant ses services, en disant voilà, je suis à votre disposition, et il s'est impatienté beaucoup jusqu'à ce qu'on lui propose de prendre en charge le DINA. Voilà. Et il avait aussi ce côté intellectuel, parce qu'il n'a pas écrit que ce livre-là, il a écrit beaucoup d'autres livres. C'est quelqu'un qui, à mon sens, représente ce que l'Algérie a fait de mieux en termes d'hommes valeureux, courageux, dont l'abnégation était le repère. Exactement. Une stèle commémorative. Installée en 1999, c'est ça? Non, ça a été inauguré en 2013, il me semble, en 2013. En 2014, absolument, c'est plutôt en 2014. C'est une stèle qui a été inaugurée à Nador,
au Maroc. Donc c'est une la ville frontière. frontalière. C'est une ville frontalière à l'Algérie. C'est là-bas que le bateau est arrivé, a échoué. C'est une stèle commémorative aussi bien pour le courage et l'abnégation de cet équipage-là, de cette expédition-là, mais elle scelle également cette amitié, fraternité absolument, durant la guerre de libération. Il faut savoir par exemple que Nadir Bouzar, à son retour de cette expédition, pour l'honorer, les Marocains, il a été nommé chef d'état-major de l'armée de libération du Maroc pour la zone du Rif. Il était algérien. Donc, ce qui montre à quel point cette fraternité était très grande. Oui. Autre chose, il faut savoir aussi que cette expédition, cette cargaison d'armement a été distribuée aussi bien, comme je le disais au départ, pour les maquisards algériens que pour les résistants marocains. Cette expédition a permis quand même d'armer 6 000 combattants de l'armée Mérida. C'est extraordinaire. Cette expédition a permis de déclencher la guerre du Rif, qui a mis en difficulté et l'armée française et l'armée espagnole. Donc c'est un coup de pouce décisif pour les Moudjahidines et aux Moudjahidines bien sûr. Et ce soir aussi, il faudrait peut-être rendre hommage aussi à Vassil Valchanov, hein, donc le capitaine du... Jean. Oui. Capitaine Jean. Non, capitaine Jean. Mais je parle du Bulgare, bien sûr, Vassil Valchanov, qui aujourd'hui a 100 ans, je crois. Et il y a un travail qui est en train de se faire, bien sûr, pour l'histoire, bien sûr, de ce capitaine qui a aussi ramené un bateau bulgare, bien sûr, nommé le Breza. Le Breza qui est venu en 1960, bien sûr, du Dina. Après que le Dina était le précurseur. Bien sûr, il a ouvert la voie à ces bateaux ravitailleurs, hein, en munitions, en armes et en courage. Parce qu'il fallait encourager aussi à être là pour dire que nous sommes avec l'Algérie contre son combat contre le colonialisme. Anecdotiquement, mais quand Nadir Bouzar, il l'écrit d'ailleurs dans son livre, quand il voit la côte marocaine se rapprocher, il sait que c'est terminé, il sait que la mission est accomplie, il est heureux, l'équipage est heureux, les hommes, il faut imaginer, ce sont des hommes d'une bravoure exceptionnelle qui ont bravé la mort et qui tombent dans les bras les uns des autres, ils pleurent parce qu'ils savent que leur courage a porté ses fruits. Lorsqu'il arrive, Nadir Bouzar dit une chose extraordinaire, il est quelque part précurseur parce qu'il dit: j'ai l'impression d'être sur le premier bateau de la future grande flotte de la liberté. Donc il sait que derrière lui, d'autres bateaux vont venir, d'autres bateaux vont alimenter les maquis algériens pour permettre la libération de notre pays. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'espère que les téléspectateurs sont toujours avec nous pour pouvoir découvrir votre travail, un excellent travail. Moi, j'avoue que j'ai vu le documentaire et c'est une histoire passionnante. Voilà, il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'intervenants entre l'Égypte, la Libye, l'Italie, la Tunisie, le Maroc et bien sûr l'Algérie, d'autres personnalités qu'on a malheureusement perdues. Mais pour l'histoire justement, votre documentaire, il est juste une pièce d'archive importante. Donc on va vous laisser voir. Vous restez avec moi puisqu'il y a une deuxième partie de Ciné Thématique, bien sûr avec un deuxième documentaire, docu-fiction. Vous aimez un petit peu le concept, je sais, des docu-fictions. Donc on va aller sur les traces du président portugais, Manuel Teixeira Gomes, qui a choisi encore une fois l'Algérie, qui a aimé l'Algérie. Il est parti dans la magnifique ville de Bdjaïa pour s'y installer et écrire beaucoup de choses sur cette ville et sur sa vie. Voilà, je vous laisse avec le documentaire de notre ami Abdelrahman Hayen, le Dina, et on revient juste après. Nos ancêtres proches avaient quelques capacités dans les choses de la mer. Leur reconnaît même parfois qu'ils excellaient. Toujours est-il que les navigateurs d'Alger s'en allaient fort loin sur leurs navires et contrôlaient par-ci par-là de nombreuses positions que l'on dit maintenant stratégiques. Pour cela de nos ancêtres, la mer Méditerranée n'était qu'un étang. C'est pourquoi ils l'appelaient la Bhira. Cette expédition devait durer 8 jours
avec 10% de chance de réussir, c'est-à-dire de succès, ce qui était très minime quand même. Alors, ils ont avec un petit bateau, les mers démontées, là où c'était un problème, le Kamel, ils avaient des faux passeports, ما كانش واحد فيهم en règle. احنا متيقنين باللي المركب يوصل. Lorsque le bateau, vermoulu par les tempêtes et son long périple depuis 3 semaines, parvint en vue des côtes algéro-marocaines, Nadir Bouzar, le chef de cette extraordinaire expédition qui s'achevait, se trouve avec Mohamed Bouharouba, feu le président Boumedienne, sur le pont du navire. Le yacht, le Dina, venait d'achever sa mission en accostant à Nador au Maroc, tout près de la frontière algérienne. Et quelle mission! L'une des plus spectaculaires qui a connu la guerre de libération nationale. Mais quelle fut donc l'histoire du Dina, de ce yacht appartenant à la reine de Jordanie? D'où venait-il? Que transportait-il? Pour qui? Qui étaient les responsables de cette expédition hors norme qui permit à l'armée de libération nationale, ainsi qu'à l'armée de libération marocaine, de s'approvisionner pour la première fois et en commun en quantités importantes d'armements destinés aux guerres de libération des deux pays frères? Tout commence au fait bien avant le déclenchement de la guerre de libération nationale. C'est au Caire, à la fin des années 1940, que les mouvements de libération maghrébins se structurent et s'organisent pour préparer les guerres d'indépendance. L'époque est propice au mouvement d'émancipation des peuples colonisés. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a ravivé les espoirs des peuples à l'autodétermination et les massacres de Sétif et Kherata en Algérie ont convaincu les révolutionnaires maghrébins de la nécessité de prendre les armes contre les colonisateurs. Il y a des efforts pour préparer une insurrection. Vous savez, en 48, 49, 50, 51, quelques Maghrébins même sont envoyés en formation militaire en Irak. Et des contacts ont lieu avec les autorités égyptiennes. Et surtout après la révolution de 1951. 1952, avec le nationalisme arabe, avec le nasserisme qui se déploie au fur et à mesure, il y a un intérêt particulier donc pour le Maghreb et pour les luttes de libération au Maghreb. Et c'est dans ce cadre d'ensemble que s'installe à partir donc de 1954 la délégation extérieure du FLN, qui était installée là-bas, dont certains membres étaient installés là-bas depuis quelque temps déjà, comme représentants du PPA-MTLD. Donc, ils deviennent représentants du FLN. Cette délégation est renforcée par d'autres personnalités qui arrivent. Alors, bien sûr, il y a Khidr, il y a Aïd Ahmed, Tabella qui rejoint, Boudiaf qui de temps en temps fait des séjours et d'autres personnalités. Évidemment, ils prennent contact avec les autorités égyptiennes et l'idée d'envoyer des convois d'armement, un premier convoi d'armement est lancé avec effectivement le soutien du comité de libération du Maghreb arabe, où se retrouvaient les dirigeants des différents partis nationalistes maghrébins, et qui ciblait en quelque sorte une sorte de lutte de libération commune à tout le Maghreb, avec même un projet de constitution d'une armée de libération du Maghreb. Au Caire, les nationalistes algériens, marocains et tunisiens se préparent donc fiévreusement sous l'égide d'une Égypte nassérienne qui se veut le phare du monde arabe. Pour le professeur Omar Carlier, l'Égypte soutient, mais connaît aussi des problèmes politiques internes. Et il faut aussi tenir compte cette fois de la situation égyptienne. Car je ne suis pas sûr que Nasser ait voulu d'emblée
donner aux Algériens tout ce qu'ils demandaient, y compris à Ben Bella en particulier, même s'il semble bien que des hommes en responsabilité au Caire, c'est celui sur lequel les Égyptiens aient jeté leur dévolu, peut-être parce qu'il apparaissait comme le plus ancien soldat lui-même, dernier responsable en titre de l'organisation spéciale, peut-être le plus à même de rentrer effectivement dans la voie de l'insurrection armée. Mais il faut se souvenir que fin 54, Nasser n'a pas encore réglé définitivement la question de la direction du mouvement des officiers libres. La lutte avec Neguib est un élément du paramètre, et que par ailleurs, alors qu'il a été soutenu au départ par les frères musulmans, ces derniers vont plutôt soutenir Neguib, et qu'il a d'autres priorités. Alors, je pense que, par ailleurs, il veut peut-être tester le sérieux de ce qui peut apparaître comme l'aventure algérienne, à la fois les soutenir parce que finalement les projets à l'échelle de tout le Maghreb n'ont pas abouti. Il y a des rivalités ou des différences d'approche, d'appréciation, de personnalité, de génération entre les uns et les autres, du côté des frères Khattabi, du côté des nationalistes arabes qui veulent inscrire le Maghreb arabe en tant que tel dans l'ensemble de la problématique du mouvement national arabe. Dès le déclenchement de la guerre de libération, l'approvisionnement en armes pour les maquis est la principale préoccupation des chefs de la Révolution. Le territoire est vaste, les premiers groupes de la LN sont trop disséminés et essentiellement regroupés dans les Aurès et la Kabylie. Mais il y a urgence à organiser l'approvisionnement des Moudjahidines sur tout le territoire pour donner une dimension nationale au mouvement de libération. Pour le président de l'association des anciens du ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, le MALG, Mohamed Ouqablia, très vite, les munitions commencent à manquer. Je dirais que le problème de l'acquisition des armes, leur acheminement et leur transport vers l'intérieur était une guerre dans la guerre. C'était une guerre dans la guerre dans la mesure où le déclenchement du 1er novembre s'est fait avec un noyau de militants extrêmement engagés, volontaires, qui avaient calculé le fait que, une fois que la révolution enclenchée, le peuple allait la prendre en charge et s'y impliquer totalement. Mais, il y a un mais, c'est que le déclenchement s'est fait avec des moyens rudimentaires en matière d'armement. Donc le problème de l'armement, vous savez que l'OS a été créée en 1947, elle a essayé de créer des groupes donc de partisans pour la guérilla, pour le moment T, mais ils avaient très peu d'armement. Il y avait quelques lots qui avaient été achetés à partir de l'argent qui a été subtilisé à la Poste d'Oran en 1948, 3 millions environ d'anciens francs, et qui a permis d'acheter quelques 300 ou 400 armes qui étaient stockées dans les Aurès. C'est ces armes-là qui ont été distribuées aux différentes wilayats, qui s'appelaient les zones à l'époque, pour engager l'action. La zone ouest, c'est-à-dire la zone de l'Oranie, qui était dirigée par Ben Mehdi, s'était désisté de son quota au profit des Aurès, de la Kabylie et du Nord constantinois. Il avait dit que c'est dans ces régions que la révolution peut tenir, peut perdurer. Moi, je me désiste donc de mon quota parce que je dois recevoir des armes du pays frère, du Maroc, en particulier dans la région du Rif, où il avait des agents à lui, des éléments à lui, pour obtenir quelques armes. Ce qui fait que le 1er novembre si le 1er novembre a été un succès dans les Aurès, en Kabylie et dans le Nord constantinois, dans l'Algérois, c'était relativement faible, et dans l'Oranie, c'était absolument réduit à sa plus simple expression. C'était, au moins pour l'Ouest, une grande préoccupation. Au Caire, les Égyptiens sont sollicités de manière pressante et répondent favorablement malgré leur peu de moyens à l'époque.
لا نريد لا فلوس ولا عاوزين اكل ولا عاوزين شرب، احنا عاوزين سلاح وتمرين وتوصيل السلاح لنا وذخيره، وبعدين ان ما كناش نحرر الجزائر ما نبقاش رجاله امامكم. ما حد كنا نعمله داخل الاطار المصري واحد السر كامل. يعني اولا مش من القاهره، نعم، ولا حتى من اسكندريه، سي بريسك على فرونتيير في القلاع اللي نعمروا لي باطون تاعنا، يعني بلان كونديسيون توتال ما فيش. Malgré la détermination des autorités françaises à casser la jeune révolution qui débute, les événements s'enchaînent très vite et l'Algérie devient un brasier. Les maquis prennent de l'assurance et multiplient les actions armées contre l'occupant. Au même moment, le premier convoi d'armes en quantité et en qualité est organisé à partir du Caire. Un yacht, un petit bateau nommé le Dina, prendra la mer le 28 février 1955 avec à son bord 21 tonnes d'armes destinées aux Moudjahidines. Il mettra 32 jours pour arriver, au lieu des 5 prévus naviguant dans des conditions épouvantables. Mais quels sont les principaux protagonistes de cette odyssée maritime? Au départ, c'est un peu une histoire d'un fait d'armes digne d'un roman d'espionnage international. Les armes qu'on avait, c'était très peu, quelques fusils de chasse, quelques vieux pistolets, quelques fusils, quelques trucs. Les seuls qui avaient un peu d'armes, هم أصحاب les Zoras, Ben Boulim à la frontière tunisienne et l'Akhireh. Donc, Ben Bella, il était harcelé par les responsables de l'armée de libération nationale. Là, on était jeunes et on ne savait pas quoi faire parce qu'on n'avait pas d'armes. Moi, quand كان عندنا حنا les bombes كملوا لهم اليوم وهذا كنا نديروا حالة في فرنسا. ما كان عندنا والو. Alors, Ben Bella, il مشى في Gamal Abdel Nasser, il a vu Gamal Abdel Nasser. قال له يا ودي, j'ai besoin d'un bateau. J'ai besoin d'un bateau pour transporter les armes en Algérie. قالوا لي شو اسمع الجنرال قاسم نتاع العراق il a fait un coup d'état تحتهم, mais c'était un homme il avait l'Algérie dans le sang, il aimait beaucoup l'Algérie, général Qasem. Les révolutionnaires orientaux تاع الموyen-orient, ils adoraient l'Algérie après le déclenchement de la révolution. بداو يسمعوا بلالجيري كي عامله هذه. Mais les armes étaient là. Bon, il faut dire que les Égyptiens avaient mis à la disposition de la révolution algérienne des camps d'entraînement avec un peu d'armement, parce que l'Égypte, après le coup d'état contre Farouk, c'était en 52, en juillet 52. Donc juillet 52 à novembre 54, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas beaucoup de temps, l'Égypte n'était pas encore redressée, elle était pauvre, il n'avait rien du tout. Ben Bella شاف جمال عبد الناصر قال له يا ودي خصني بابور. قال له ما عنديش. قال له عندي جوج بابورات, deux bateaux à l'époque. قال له عندي deux bateaux. قال له je peux pas te donner un, mais c'est pas possible. قال له بصح laisse-moi le temps de réfléchir, je te répondrai. Il a demandé au service de l'enseignement, ils lui ont annoncé qu'il y avait un bateau, il s'appelle le bateau Dina. Qui est Dina? Dina est la femme, l'épouse de Hossein, Malik Hossein de la Jordanie, qui est d'origine égyptienne. Alors, ce bateau, c'était son père qui le gérait, le père de Dina qui le gérait au Moyen-Orient, des trafics, des trucs comme ça, qui leur rapportaient de l'argent. قالوا les services de sécurité, قالوا لجمال عبد الناصر بلي voilà le bateau Dina, il a accosté à Tripoli. Donc il faut voir comment on peut le prendre, comment on peut le détourner de là. Parce que Tripoli était encore international pour ce Malik Sanossi. Il y avait toutes les polices du monde. Voilà, comme quand il y a un mouvement révolutionnaire ou un bateau qui bouge plein d'armes, toutes les polices, ils connaissent les balles. La mafia معاهم, le CAF, les renseignements, ils peuvent avoir tout ça très facilement. Gamal Abdel Nasser قال Ben Bella, قالوا voilà, moi je te recommande de prendre Dina. Dina, il est à Tripoli, je mets à ta disposition tous les services de sécurité, l'ambassade elle est avec toi, les personnels, tu as tout ce qu'il faut. ادخل عليهم, رفدهم, اعملهم اوليما, قتلهم, اعملهم اللي حبيت, mais جيب البابور المصر. قال Ben Bella, d'accord, je n'ai pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Ils seront à Tripoli et on lui indique l'endroit où le bateau il était accosté. ادخل عليهم اوليما ما رفدوا يديكم. Il y avait هذا Jean qui est un homme extraordinaire, un Yougoslave qui était le commandant de bord, qui était déjà capitaine de l'armée de libération pendant la guerre 39-45.
الو تخلى عليهم بن بلا كذا هذا جيتي 3 و 4 قالوا هذا قال جا شاف بن بلا الى في جون هذا قوري في وسطهم كيفاش هذا كيفاش جا سقساه قال له شكون انت قالوا كي تشوي قالوا كي قال له جو سوي جون كومون جون عطاو له لو نون تاعو اي قالوا دو كال بي تشوي قالوا شو يوغوسلاف قال سي تشوي دو يوغوسلاف تشوي دي نوتر قالوا شويه دي نوت حنا سون بور تيتو ايتترا الى اخره حنا نو زيمون بوكو لي يوغوسلاف ولي يوغوسلاف يعني سون تري بروش دو نو بوان دو ريفولوشن باسكو نافي سو باساج كومان alors قالوا maintenant vous allez lever l'ancre et vous dirigez directement vers le Caire ou la canal de Suez ou l'Escandria un port égyptien. Mais peut-on parler d'un bateau? Nadir Bouzar en doute en le voyant pour la première fois. Il s'agit d'un canot de sauvetage aménagé en yacht, 11 mètres de long, 2 moteurs de mazout, pas de radio, une cale dont l'ouverture donne sur le pont arrière, une minuscule petite cale à l'arrière où peuvent se recroqueviller 2 ou 3 hommes. À l'avant, une échelle conduit à une petite cale qui comporte sur un espace de 2 mètres 6 civières mobiles et un tout petit réduit dénommé cuisine. Au-dessus, la cabine de pilotage avec une table pliante et un baromètre qui fonctionne de temps en temps. Vitesse maximale 8 nœuds, soit 15 km/h, quand il fait beau. Il y avait un bateau qui a été choisi pour cette aventure qui s'appelait au départ Fakhr al-Bihar. Mais comme ce bateau appartenait à la princesse égyptienne qui s'appelait Dina, donc c'est une façon d'honorer et de remercier cette princesse, on avait donné le nom du Dina à ce bateau. Ensuite, il fallait choisir les résistants qui devaient faire partie de cette expédition. En fait, alors, il y a eu 8 résistants qui ont été choisis pour cette odyssée. Je vais les citer. Donc, il y avait Abdelaziz Meshri, Abdelrahman Mohamed, Hussein Mohamed, Arfawi Mohamed, Chennouf Ahmed. Il y avait Boukhrouba Mohamed qui allait devenir plus tard le président Houari Boumediene, et Nadir Bouzar, de son nom de guerre, Abdelkader, qui était responsable de cette expédition. Mais qui était Nadir Bouzar? Bouzar, dit Abdelkader, est né le 1er mars 1917 à Rabat au Maroc. Après des études supérieures, il combattit dans les rangs de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Nadir Bouzar est d'abord d'une descendance maraboutique de Sidi Ahmed Ben Youssef qui est enterré à Mediana. Et donc son père était interprète civil et il a travaillé au moment où il y avait les Français négociaient avec l'émir Abdelkrim Khattabi et les Espagnols, donc il a servi d'intermédiaire. Donc voilà, ça c'est le décrit de son père. Et lui, donc, il a fait des études supérieures au Maroc. Et il a fait des études supérieures dans le domaine du droit et littéraire. Donc, il a pu bénéficier d'un poste supérieur du temps du protectorat. Et je crois que c'était l'unique qui avait ce poste à l'époque. Mais durant sa carrière, il a vu toutes ces humiliations et ces injustices concernant le peuple marocain et aussi vis-à-vis de cette classe algérienne qui résidait au Maroc. Et donc, c'est comme ça qu'il a décidé de partir et de combattre ces colonialistes. En août 1953, Nadir Bouzar gagne le Caire et s'engage dans la lutte pour l'indépendance des pays du Maghreb. Ben Bella, il évoluait au milieu d'un milieu comme Bouzar. Tout ce qui était proche de Ben Bella, c'était des volontaires, c'était des nationalistes, des militants, des cadres. C'était un milieu comme ça.
Donc Bouzar, quand il est venu, c'était un élément parmi des centaines, des milliers qui gravitaient autour de Ben Bella, des hommes très. Sauf que Nadir Bouzar avait peut-être quelque chose en plus. À l'époque, c'était un diplômé universitaire. Effectivement, donc dès qu'il est arrivé, il leur a dit j'ai envie de servir dans l'action et ne pas rester derrière un bureau. Donc il pressait un peu ses collègues révolutionnaires pour qu'ils puissent avoir une responsabilité sur le terrain. Et bon, ça a pris un peu de temps parce qu'en fait, il y avait le 1er novembre qui se préparait. Et à l'insu de tout le monde, il n'y avait que Ahmed Ben Bella peut-être et Mohamed Boudiaf qui étaient au courant de cette date-là. Les autres s'impatientaient, mais ils ne comprenaient pas pourquoi le temps passait sans qu'ils soient intégrés à une action donnée. Voilà. Et puis bon, il est arrivé un jour où la résistance au Caire avait décidé d'envoyer un bateau d'armes sur le Maghreb, et c'est là où ils avaient décidé de donner cette responsabilité à Nadir Bouzar. L'expédition du Dina est donc affrétée à partir du Caire par le résistant marocain, l'émir Abdelkrim el-Khattabi, et par Ahmed Ben Bella. Et quel périple que cette traversée de la Méditerranée. Pour ceux qui avaient vu le bateau appareillé d'Alexandrie, son destin était scellé. Ben Bella, en signant l'ordre de mission de Nadir Bouzar, lui avait fait longuement l'accolade. « Frère, tu sais que vous n'avez que 10% de chance d'arriver à bon port. » Mais pour Nadir Bouzar et ses compagnons, revenir en arrière n'était pas une option. Le choix a été donné pour Nadir Bouzar. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nadir connaissait très bien le terrain du Maroc, vu qu'il était haut fonctionnaire au Maroc, et connaissait aussi pas mal de tribus et la mentalité marocaine. Et ce qui fait que tout ça allait faciliter sa tâche une fois arrivé sur place. Les responsables de la résistance du Mekteb au Caire avaient décidé d'une date de départ. Donc cette date, c'était pour le 28 février 1955 à 17 h. Donc juste à la veille de cette date-là, le bateau se trouvait à Port Saïd. Et donc ce bateau, ils l'ont déplacé dans une crique à l'ouest d'Alexandrie. Et c'est là où le bateau a été chargé de ces 21 tonnes d'armes. Parmi ces 21 tonnes d'armes, il y avait des armes automatiques, des grenades, des munitions, etc. Donc le chargement s'est fait pendant 8 heures. Ce sont les militants d'ailleurs. Exactement, exactement. C'est les 8 militants pendant, excusez-moi, 20 heures qu'ils ont fait ce chargement. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait d'autres personnes pour aider. C'était une façon de maintenir cette action. Le secret, voilà, le secret, exactement. Le bateau prit donc le départ le 28 février 1955 avec à son bord une quinzaine de militants résolus à prendre la mer au moment même où la flotte française dominait la Méditerranée. Parti pour une traversée de 5 jours, le Dina sera contraint de jouer au chat et à la souris tout le long de la Méditerranée avec le climat, les marines de guerre occidentales, les maladies et les tensions internes. De port en port, d'escales impromptues, en mouillage de dernière minute dans les criques discrètes de Libye et de Sicile, le Dina déjouera tous les pièges et passera entre les mailles du filet. Donc le bateau est parti d'Alexandrie et il avait accosté à Derna. C'est une ville portuaire libyenne. Ils s'étaient arrêtés parce qu'il y a eu un début de tempête, ce qui fait qu'ils sont rentrés, ils ont fait le plein de gasoil, ils sont restés 2 jours et puis ils sont repartis. Et ils devaient aller faire escale à Tripoli. Mais durant cette traversée, il y a eu une très grosse tempête. Tempêtes et flots déchaînés font craindre le pire à l'équipage qui, malade, n'en peut plus. Nadir Bouzar appréhende la suite des événements. En ce 3 mars, mes compagnons sont des fantômes qui se déplacent, agissent. Je ne les reconnais plus tant ils ont changé. En tout cas, ils ne grondent plus. Ils en sont incapables. La nuit tombe, la tempête demeure. Les craquements du yacht sont de plus en plus sinistres. J'ai le ventre coupé chaque fois que j'entends le bateau s'affaisser après le passage des vagues. À hauteur de Benghazi, ils étaient obligés de rentrer au port. Ils sont rentrés au port de Benghazi où tout l'équipage était dans un état médical très déplorable. Et le bateau aussi n'était pas en bon état. Et quand ils sont rentrés au port, on leur a annoncé que 20 bateaux avaient coulé ce jour-là, dont 2 paquebots. Et finalement, leur bateau n'a pas été touché par la grâce de Dieu.
Ils sont restés, je crois, 3 ou 4 jours dans ce port parce qu'ils devaient se retaper et retaper le bateau aussi, comme ils n'étaient pas en bon état. Et puis ils sont repartis. Et ils sont repartis pour Tripoli. Et une fois arrivés à Tripoli, le bateau a pu accoster normalement, et là ils ont eu la visite de Ben Bella, Ahmed Ben Bella, qui est venu, il leur a donné une somme d'argent pour faire le plein du gasoil et acheter de quoi manger. Et il avait demandé à Nadir Bouzar, qui était responsable à bord, et si tout allait bien, et c'est là, Nadir Bouzar lui a dit que bon, il y avait une tension quand même qui régnait sur le bateau, il y avait des soucis entre l'équipage, qui avait certains avantages, et que le résistant n'avait pas, et donc ça a créé voilà, une tension et certains soucis à bord. Et donc Nadir Bouzar avait conseillé à Ahmed Ben Bella de faire descendre 3 résistants, de quitter le bateau, qu'ils aillent par voie terrestre jusqu'à la frontière algérienne. Donc ces 3 résistants, c'était Abdelaziz Mechri, Abdelrahman Mohamed et Hossein Mohamed. Ils devaient rejoindre un certain Rizqi Basta, qui est toujours en vie actuellement sur Alger, et un certain aussi Adjabi. Donc ils étaient à 5, ils devaient rejoindre la frontière algérienne. Finalement, le bateau a quitté Tripoli. Et juste à la sortie de Tripoli, le bateau devait prendre un chargement de 7,5 tonnes d'armes à une crique toute proche de Tripoli. Et comme ce jour-là, il y avait un début de tempête, ils n'ont pas pu accoster bien qu'ils se sont rapprochés, ils n'ont pas pu décharger ces armes-là, les 7 tonnes d'armes. Et donc ces armes ont été acheminées par les 5 personnes là, que je vous ai dit, avec Rizqi Basta et Adjabi, vers la frontière algérienne, et qui ont été reçus par le responsable de la région à l'époque, Mustafa Ben Boulaid. D'ailleurs, pourquoi ils sont partis avant nous? Pour déposer ويعاودوا يكملوا الطريق تاعهم للماروك اسبانيول. سي سكي سي باسي. نهار لحقت انايا مع الجابي لو 29 قلعنا من القاهرة بار تران ومن بعد باروت حقنا لطرابلس. نادير كملوا، قالوا لهم كملوا، راحوا هذوك لي 2 étudiants اللي كانوا معهم هبطوا. قالوا لي نادير راح، c'était responsable du convoi. Les autres c'était des maquisards, mais il y avait un seul étudiant qui est resté avec lui, هو نادي بومدين، هو نادي اسمه بوخروبة. أنا je suis resté thématique. Nadir Bouzar est arrivé là-bas, ils ont eu un incident de débarquement de Slaman. Heureusement, c'était de la plage. Alors, les ravitaillements manquaient. Quand ils arrivaient dans certains ports, les policiers venaient pour inspecter. هذاك le genre كانوا يتخباو تحت في لاكال من تحت يخبيهم كذا comme il était un européen كذا هذاك blanc كذا calme هذاك il leur parlait etc. Il les sécurisait dans la police maritime de certains pays. Alors بداو ماشيين حاصلوا, ils ont connu les vertes et les pas mûres pendant un mois. La traversée, c'était la plus longue peut-être du monde, de par les moyens rudimentaires, de par le manque de connaissances à la mer. Ils n'étaient pas des marins, ils n'étaient pas sauf en dehors de gens. Milan Bašić, dit Jean, ancien pilote de chasse yougoslave durant la Deuxième Guerre mondiale, était tombé amoureux de la révolution algérienne. Le commandant Jean tombera quelques années plus tard au champ d'honneur, dans une cellule de la prison d'Oran, emporté par la maladie, après avoir été longuement torturé par les services français au lendemain de son arrestation en haute mer, alors qu'il convoyait un autre bateau, l'Athos, chargé d'armement pour la Hélène. Donc le bateau devait aller sur les côtes marocaines. Finalement, il a été en Italie, sur l'Italie, à Palerme plus exactement. Pourquoi? C'était pour déjouer certains services secrets français et anglais. À l'époque, il commençait à avoir écho comme quoi un bateau devait transporter des armes pour le Maghreb. Donc ils étaient obligés de rallonger. La tension et l'anxiété sont à leur comble sur le petit bateau. Des avions le survolent de temps à autre, provoquant l'angoisse de l'équipage. Nadir Bouzar et ses compagnons sont aux aguets. 2 vedettes rapides de guerre se signalent l'après-midi du 16 mars. Encore des Américains, semble-t-il.
Grande animation parmi mes compagnons. On prépare 2 mitrailleuses. On se répartit en 2 groupes. Zenati a les yeux hors de la tête. Il entrevoit déjà un abordage et me montre le caressant, la lame de son poignard, en me suppliant de lui confier une demi-douzaine de grenades. Il est un fait que ces 2 bateaux ont l'air de bien s'amuser autour de nous pendant 1 heure. Non, ce n'est pas pour cette fois que nous allons par le fond. À Palerme, le bateau est au centre de l'attention des autorités portuaires et des services de sécurité italiens, intrigués par la présence d'une quinzaine de Maghrébins sur un yacht. Donc les autorités italiennes à Palerme étaient étonnées de voir un yacht de ce type-là accosté chez eux avec 10 personnes dessus. Donc une fois rentré, le bateau était encerclé par les services de sécurité portuaire et heureusement que le capitaine Jean avait cette géniale idée de dire que le bateau était à vendre. Donc on est venu pour voir s'il y avait preneur. Arrêté en Tunisie pendant le convoyage d'une autre cargaison d'armement, celle-là même que le Dina devait charger mais qu'il n'a pas pu en raison des conditions météo désastreuses à l'époque autour de Tripoli, Areski Basta est interrogé par les services secrets français. On lui montre des photos, dont celle de Nadir Bouzar. C'est-à-dire, il savait qu'il est parti. Mais où? C'est là le problème. Quand il savait il ne savait plus qu'il était là-bas. Parce qu'ils ont mis des indicateurs même. Ah, celui-là, il était. Ah, celui-là, je le connais. Moustapha Boumbelet, parce que je suis passé. J'étais obligé de le reconnaître. Tandis que l'autre, Nadir, je le connaissais. Le convaincre. J'ai joué les tonneaux. Ah oui, oui, je le connais, il est au Caire. Comme s'il ne savait pas qu'est-ce qu'il y a. Oui, c'est qu'on est froidement. Il a dit non, monsieur Bastard, il n'est pas au Caire. Il est parti. Il n'est plus au Caire. Ah, moi je l'ai dit au Caire. Mais sauf Yanni, ils étaient au courant déjà. Mais ce n'était pas pour le convoi d'armes. C'était pour la preuve, c'est que l'Atos Nardawa, il a été dénoncé déjà. Au moins, ils sont partis dans la discrétion la plus totale. Et ils sont repartis pour la côte maghrébine. Donc, au bout de 2-3 jours, ils sont arrivés à hauteur de la côte marocaine. Et là, c'est là où Nadir Bouzar a annoncé aux résistants qu'ils devaient décharger les armes à Nador exactement. Et là, les résistants étaient tellement contents et heureux, ils se sont mis à chanter et à pleurer. De joie, bien évidemment. Et c'est là où Nadir Bouzar, bon, il le dit dans son livre, Le Dina, qu'on était fiers d'être dans le premier bateau de la flotte libre du Maghreb. C'est une façon voilà, de ressentir ce sentiment de patriotisme. Et donc le bateau commençait à se rapprocher de la côte marocaine, plus exactement de la crique Ras El-Ma. Quelques jours avant l'arrivée du Dina, un petit groupe des meilleurs pêcheurs de la ville frontalière algérienne de Razaouet est acheminé par les éléments de la LN au travers de la frontière algéro-marocaine. Recrutés par la cellule FLN de Razaouet, ces militants n'avaient aucune indication sur la mission qui allait leur être confiée. Arrivés à Nador, c'est les yeux bandés qu'ils rejoignent la côte et s'installent tant bien que mal sur la plage. L'attente va durer plusieurs jours et plusieurs nuits. يوم 16 مارس تقريبا أعلنت قيادة الثورة القيادة المحلية بأن السفينة تقترب. لهذا العربي بن هدي رحمه الله يعني أعطى الأمر للسيح ميسوم الرائد السيح ميسوم المدعو الحنصلي لكي يتكفل بالعملية. فقام الحنصلي باستدعاء بعض المجاهدين من المنطقة الذين أتوا من قرية دراوش العنابرة ثم من ولاد علي ثم من الصفرة. اختار أكثر رجال كفاءة وقدرة. العنابرة سكان العنابرة لأنهم بصفة عامة سباحوا المهارة، لأنهم جاءوا فوق مرتفع يطل على البحر، وأغلبية الشباب يحسن السباحة. إذا اختار 5 وهم موفقين، موفق البشير دين الدين، موفق محمد، موفق عبد القادر، موفق أحمد دي التيوي رحمه الله الذي توفى في أفريل الماضي. إذا اجتمعوا في الصفراء
وطلبوا من هؤلاء الأفراد أن يلتحقوا بها، فالتحقوا جميعا واجتمعوا في 5 من الصفرة لهم 5 من العيدوني، عيدوني إدريس منهم العيدوني حمد ديسي إدريس رحمه الله ملازم أول، ثم باقي الجماعة حمدون عكاشة، مقدم محمد الغالي، السايح محمد المدعو سي سليمان، وهو الذي زودنا بهذه المعلومات في عدة مناسبات بدقة ووصف قريب من الواقع. لهذا رحمه الله كانت له ذاكرة قوية. إذا اجتمعوا، إذا فزودوا بمعدات الرحلة. ما هي هذه المعدات؟ شكارة نتاع القماش وخبزة وسنيكسة، يعني دي زيسبادري تاع كلمة تاع العسكر هذا، لبسوهم وقالوا بسم الله وانطلقوا على كرعيهم من الصفرة إلى غاية خليج بوعرفة، مشيا على الأقدام وتخفيا يمشون أثناء الليل خوفا من الجواسيس الفرنسيين والإسبان الذين كانت تعج بهم الطريق. Sur la plage, l'attente est fiévreuse. Les hommes sont prêts depuis des jours. Les Marocains sont les premiers sur place, suivis 2 jours plus tard par les militants de Razawet. Tout le monde scrute le large au moment où l'on signale l'arrivée d'un bateau en cette nuit pluvieuse. جابوا ضياف عنا، اتصلنا به قال لي كان السنة هذا كان باخيرة، كان واحد راه كان باخيرة. اتفقنا معاه، لقاني هو بوضيوف مع شرق حمدون اللي في زيو، لقاني انا وياه بقى باش نجي الباخرة تماك. بقينا سيدي قال جي الباخرة، بقينا سيدي 7 أيام وحنا تنتسنوا الباخرة، تنشعل الضوء في واحد الجبل تماك باش ما جاش. قالوا يا ودي اخرى عاود اتصلوا مع الاخوان، راه اخرى مشات ليبيا. لما وصلوا يعني استقبلوا من قبل الوفد المغربي الذي يمثل الحركة الوطنية، والذي بدوره كان مسؤول عن تفريغ الشحنة، لأن المرحوم بوضياف والعابد المهدي رحمه الله كذلك انتقلوا إلى المغرب لتسوية الأمور العملية لإفراغ الشحنة التي كان سيتقاسمها كل من الحركة الوطنية المغربية والحركة الوطنية الجزائرية أو الثورة الجزائرية، بمعدل ثلثي للثورة الجزائرية وثلث للمغاربة. إذا انتظروا السفينة، وصلت السفينة في عين المكان، وجدوا الطالب عبد الوهاب ووجدوا شيبان عمر المدعو بومدين. إذن كانوا في الميدان ينسقون مع الإخوة المغاربة ممثلي الحركة الوطنية من أجل إفراغ الشحنة. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Impossible pour les compagnons de Nadir Bouzard d'apercevoir le moindre signal lumineux sur la côte du fait d'une tempête importante qui balayait Ras el-Ma'a. Après plusieurs heures d'attente angoissante au large, le Dina est contraint et forcé de dévier sa trajectoire vers le port proche de Melilla, enclave espagnole en territoire marocain, pour se mettre à l'abri. Bouzard et ses compagnons sont abattus. Que faire? Le capitaine est encore plus désemparé que moi, car il a une nouvelle catastrophe à m'annoncer. Il ne reste plus de mazout. C'est épouvantable. Nous sommes fichus. Il faut affronter les autorités espagnoles et prier Dieu. À Melilla, Nadir, n'ayant pas de papier, reste seul, caché dans les soutes. Les policiers espagnols montent, fouillent, mais ne remarquent rien. Et ce qui a sauvé un peu cette mission, c'est que le bateau n'était pas doté de hublots pour regarder ce qu'il y avait dedans. Ça les a sauvés par contre. Donc ils n'ont pas trouvé les armes voilà, qui étaient bien dissimulées dans le bateau. Et à ce moment-là, le capitaine Jean, pour ne pas attiser la curiosité des responsables portuaires, il a dit, moi je vais aller en ville pour prendre un bain. Voilà, donc il est descendu en ville, il est parti d'abord, il est passé par un hôtel, et quand il a été à l'hôtel, c'est là où il a été accosté par 2 responsables algériens. C'est eux qui devaient recevoir les armes là-bas sur la côte. C'était l'un d'eux, c'était Boumediene, c'est Shiban Ahmed, et le deuxième c'était Abdelwahab Talib. Et ils ont été chez lui dans la chambre d'hôtel, ils lui ont dit voilà, c'est vrai qu'il y a eu un souci de transmission de signaux, donc voilà, la prochaine nuit on va se voir à la même crique et il y aura des signaux qui vont être plus perceptibles cette fois-ci.
Par contre, tu vas dire à Nadir Bouza de quitter le bateau pour ne pas risquer parce que c'est très dangereux pour lui, il peut se faire attraper. Voilà, donc finalement, Jean, après avoir pris son bain, il est revenu sur le bateau et il avait dit tout ça au responsable Nadir Bozar. Bon, Nadir Bozar n'a pas voulu descendre du bateau, il a dit je vais aller jusqu'au bout de ma mission. Donc, finalement, le bateau, après 2 jours, un jour plus tôt, il a quitté le port de Melilla vers 18 h et puis vers 21 h, il a chaviré à nouveau, il a tourné à nouveau. Et puis, il a pris la direction de Ras El Ma. En ce lundi soir de 29 mars 1955, le signal de l'arrivée du Dina est de nouveau donné aux moudjahidines marins de Razaouet et aux militants marocains qui balisent la petite plage avec des piquets enflammés cette fois-ci. Ils sont 75 maquisards et pêcheurs militants algériens et marocains installés sur le rivage de Ras El Ma, prêts à réceptionner les armes et les munitions. Il fait nuit, c'est tout naturel et c'est terrible. Le bateau muet progresse très très lentement dans le noir absolu. Nous pénétrons dans une crique assez vaste. Sur notre droite, un tout petit îlot en rocher. Nous stoppons. On aperçoit des sons de voix. Tout mon corps vibre d'une émotion intense, épuisante. Ils sont là, les maquisards. C'est sinistre et exaltant. À ce moment-là, le bateau commençait à se rapprocher de Ras El Ma. Et au plus il s'approchait, à un certain moment, ils commençaient à entendre des voix de personnes, de gens. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Et là, c'est là où ils avaient vu une lumière tamisée. Pourquoi tamisée? Parce qu'en fait, il y avait une torche qui a été utilisée, qui a été recouverte par un linge blanc. Voilà. Il y avait des signaux qui étaient émis. Et ils se sont rapprochés de ce signal. تماك جات الباخرة تنزلوا في الباخرة زيو أحمد بن شرق جاب 35 واحد من تماك اسمه واحد يقول لي رمضان عقل جات شي مدينة جاب 25 جزائريين من مضرومة باش يدخلوا لتماك هما تعطلوا وبصح حنا حمدون مع الاخوان اللي كان معنا بومدان عبد الوهاب هو اللي كان معنا في الباخره كان حاضر نزلنا السنه. Mais pris encore une fois par la tempête en cette nuit du 29 au 30 mars 1955, le navire ne pourra éviter les écueils des rochers et s'abîmera mais sans couler. Une partie de la cargaison en perdition sur le bateau menace pourtant de disparaître dans les flots ravagés de la mer en furie. Mais n'écoutant que leur courage, les pêcheurs moudjahidines de Razaouet plongent dans la mer glaciale en pleine nuit noire. Une à une, les caisses de munitions et d'armement sont ramenées sur le rivage, au prix d'un courage inouï qui verra certains des pêcheurs plonger sous la ligne de flottaison du bateau pour remonter les précieuses caisses. Pas un seul fusil ne sera perdu pour la cause. Les armes devaient être acheminées par une petite barque. Mais ce n'était pas possible vu qu'il y avait une petite tempête. Finalement, ils ont formé une chaîne humaine. Donc les armes étaient acheminées dans l'eau. هنالك قصة طريفة أن السي موفق أحمد المدعو التيوي الاسم الحربي كان من بين 18 وقد جاء من فرنسا خصيصا ببدلة العسكري للمساهمة في الثورة. إذن كان سباحا ماهرا فألقى بنفسه في البحر ووصل إلى السفينة وقالوا له أصعد فقال لهم لا أستطيع. قالوا له لماذا؟ قالوا لأنني عارم. كان عارم فتم تغطيته بالزورة ولا حاجة هكذا ثم صعد وكان قوي البنية وصحيح. إذن فنزل إلى قاع السفينة وكانوا يضعون الصناديق الذخيرة والأسلحة على ظهره ويصعدوا بها حتى تم إفراغها. Donc une fois arrivé sur le rivage, les armes étaient directement mises à dos d'âne et transportées déjà. Une fois que les armes ont été déchargées, le déchargement a commencé à 10 h du soir jusqu'à 1 h du matin. À 1 h du matin, Nadir Bozar avait donné ordre aux résistants de ne pas quitter le bateau, de rester dans le bateau. Il n'y avait que lui qui devait quitter parce que bon, il était sans papier. Pourquoi? Parce que comme ils étaient passés par Melilla la veille,
les passagers étaient tous répertoriés sur une liste chez eux. Donc pour ne pas éveiller les soupçons de l'armée française et espagnole, il fallait laisser les résistants tels quels dans le bateau. Bon, ils n'étaient pas contents, les pauvres, ils se sont mis à pleurer, mais bon, ils avaient fait ça pour la cause de la résistance. Et donc Nadir Bouzar était le seul à quitter, il a quitté, et avant de quitter sur le rivage, ils avaient balayé toute la plage avec des branches d'arbres, et ils avaient mis aussi des excréments de moutons, pour ne pas dire qu'il y a eu des gens qui ont marché dessus, voilà, pour camoufler la situation. Enfin déchargées, les armes sont immédiatement dissimulées dans des fermes de la région avant d'être acheminées vers les maquis algériens et marocains. جات البخيرة ننزل السلاح نزلنا السلاح بعد نزلنا السلاح عودنا السلاح من الباخرة دخلات في الرملة بقى طبان تماك ووجدنا شليه تماك ملي ودنا السلاح هزينا السلاح الدار ديال أحمد بن شراق قريب عليه تماك الزوات خبينا تماك الصباح نضنا حيت كاين لي طرس ديال الرجلين ديال البشر وداك جبنا البهايم الغلم دازوا على فوق دازوا تماك باش يغطيو هذاك اللي طرس ديال الرجلين بعد اسبانيول لقى واحد لابينيت تماك واحد هذاك لقاها تماك المهم زنا بخير السنة خلينا بعد جاو هذوك الاخوان ديال الجزائريين نشوف حالاتهم خبينا السلاح تماك من بعد حمدون شورق وهو اللي كان تيعمل صحابو اللي تيدخلوه المغنية السلاح هما تيدخلوا السلاح المغنية. Ils ont quitté cette crique-là et tous les ans pratiquement se sont dirigés vers une région qui s'appelle Guerma. Et il y avait une grande ferme là-bas d'un certain Hajj Bijou Mohamed. Et c'est là où les armes ont été conservées en sous-terre, dans des réserves où on mettait du blé et de l'huile à l'époque, et les armes ont été cachées là-bas. الجيش الإسباني كان يعلم بالتحركات لأن أولا البواخر نزلوا في الميناء ديال رأس كبدانة ومع جانب رأس كبدانة كاين الجزر الجعفرية اللي فيها قاعدة عسكرية ديال إسبانيا وفي طبعا هذا كانوا كيراقبوا كل هذه العمليات إلا أن قالوا لنا الآباء ديالنا بأن راه الإسبان على علم ولكن ما بغاوش هذاك ينطقوا بها ولكن هما ساعدونا على أساس هذا السلاح يمشي سري بدون هذاك رفدوه ولا وصلوه ولا حنا ما شفناكمش. جواسيس الاستخبارات الفرنسية والإسبانية كانت تتعقب أخبارهم وكانت عندها معلومات حول إفراغ الشحنة وحول وجود مجاهدين جزائريين، لهذا كانوا يسيرون أثناء الليل فوصلوا إلى نهر كيس وعبروا نهر كيس وادي كيس، ولكن عندما اقتربوا من الجزائر وجدوا بأن الاستخبارات الفرنسية كانت في انتظارهم. باعوهم تماما، باعوهم لأن كانت دوريات غير عادية لسيارة جيب تجوب الطريق الذي يفصل بين المغرب والجزائر، ولكن رغم ذلك تمكنوا من أن تحايلوا على تلك الدوريات ويعبروا طريق في سلام ويسدون أرض الجزائر ويجدون في انتظارهم المرحوم العربي المهدي. Le Dina, ce vaillant yacht meurtri, abîmé et à moitié coulé, avait accompli sa tâche jusqu'au bout, sauvant la vie de 15 militants et donnant surtout à la révolution algérienne ses premières cargaisons d'armes venues de l'étranger. Mais qu'est-il devenu? Qu'est devenu son équipage? Quand il a été complètement déchargé de ses armes, bien qu'il a été endommagé, les résistants ainsi que l'équipage étaient restés sur le bateau. Le lendemain,
il y a eu une patrouille navale qui était passée à hauteur et qui avait repéré le bateau. Et donc, le bateau a été tracté vers le port de Melilla pour réparation et tous les résistants qui se retrouvaient sur ce bateau ont été emprisonnés pour une courte période parce qu'en fait, il n'y avait pas de preuves tangibles pour les accuser. Donc, et puis le bateau, par la suite, après réparation, on a eu écho comme quoi il est revenu chez sa propriétaire Dina, qui est la première reine du roi de Jordanie, qui elle était à la base princesse d'Égypte. La police الغدوة جات la police maritime هذيك elle trouve un bateau qui avait échoué contre un rocher قالت تعمل la police espagnole oui pardon la police espagnole oui parce que c'était territoire espagnol. Ils ont trouvé un bonhomme habillé en saoudi كذا قال تعمل البابور قال نتاعي سي تما شكون انت قال انا براس فلاني تاع العربي السعودي ان براس سعوديان هكذا لابس الهيئه وكذا هذا وبرا وكذا هذا شبه لهم اللي ريسومبلو سعوديان ان تي بو الور قالوا بون رفدوه عباوه يزون هذاك يزون بري لي زومبرات نتاعو يزون بري كذا صابوه بليست ريشيرشي بار انتربول qui n'avait rien de presse, il n'avait rien, aucun lien avec la presse, etc. Le bateau a été saisi, les armements دخلوا. Par la suite, على هذا البونوم هذا البونوم هذا شي موا ابري بن بالله مشى شاف جمال عبد الناصر. قال له يا ودي، قال له راه معنا هذاك الاخ هذاك الفلاني كذا سوداني جو كروا كي سابيل جو كروا سي سوداني. قال له لي طون بريزون لاسبان. قال له شوف qu'est-ce que tu peux faire pour le libérer. قال له tiens c'est une bonne occasion. La reine Dina se trouve à Madrid عند فرانكو, elle est invitée par Franco. قال له je vais voir avec l'ambassade comment ils vont organiser un rendez-vous معها, une audience معها. C'est ce qui a été fait. Chef Ben Bella la reine حكى لها nous sommes les révolutionnaires, nous sommes les Algériens là. Bon, tout le monde savait avec même le peu de temps que la révolution avait déclenché, mais le bruit s'était ébruité à travers le monde entier, hein, qu'il y avait quelque chose qui bougeait anormalement en Algérie, etc. Ceux qui connaissaient l'Algérie savaient de quoi il s'agit, ceux qui ne connaissaient pas, c'était des attentats, des cadavres. Alors, quand on dit pourquoi tu as fait ça, علاش pourquoi tu as pris le bateau par les armes, etc. فتونا وكذا حنا. قالت له علاش درت لها؟ قالت له كنت تجي لعندي انا، قلت له تشوفني تسقسيني تهضر معايا، تهضر مع راجل، مع الامير، مع الملك حسين، نعطيكم الدراهم، نعطيكم السلاح، نعطيكم الدراهم، حنا نسهلوا لكم الامور. قالها ولا عينا، قال لا عليك شوف مع فرانكو الجنرال فرانكو pour qu'il libère Soudan. C'est ce qui a été fait. Alors là كي اسمه نادر بوزار دخل للماروك، il est rentré au Maroc. بومدين اتصل مع اسمه مع بوسوف etc. il a pris le côté طالعهم وهو fait la partie مع المغرب. Pour les promoteurs de cette expédition suicide, le Dina n'avait que 10% de chance d'arriver à bon port. Mais grâce à la détermination et à la bravoure de son équipage, l'opération réussira. Les 2/3 des armes, soit près de 15 tonnes, seront acheminées vers la révolution algérienne pour armer les 6000 moudjahidines de l'Oranie. Une stèle a été érigée à Ras el-Ma'a pour rappeler l'exploit de ce petit groupe d'hommes déterminés et la fraternité algéro-marocaine. Nadir Bozar, Abdelkader, son nom de guerre, effectivement a combattu dans les rangs de l'armée libération nationale algérienne, de la révolution algérienne, et aussitôt après le débarquement de la cargaison du paquebot Dina, il a accepté de rester dans le moment de libération marocain, à Nador. Il a donc combattu, il a supervisé des actions d'encadrement et de formation des combattants marocains. Il a contribué énormément, notamment dans la province de Nador, mais également dans la province de Taounet, lors de la inauguration de la stèle commémorative dans la commune de Ras el-Ma'a, en hommage justement à cette expédition du paquebot Dina, eh bien on l'a honoré, il a été honoré en présence de sa famille, d'une délégation également officielle algérienne, et bien entendu de représentants de toutes les franges de la société marocaine,
son combat, le combat de Nadir Bouzar, demeure gravé justement dans la mémoire historique, partagée, commune, maroco-algérienne. Peu après cet exploit retentissant, Nadir Bouzar est promu et reconnu comme un chef de guerre incontestable. Il sera à l'origine de la formation des hauts cadres de l'armée de libération nationale marocaine dans la zone du Rif, alors encore occupée par l'Espagne. Donc, suite à cette mission Dina, qui finalement a duré 32 jours en mer, sachant qu'elle devait durer que 8 jours, Nadir Bouzar a été, comme je vous le disais, transporté par un certain Bouneillat et Gourdo en voiture, clandestinement, jusqu'à Tétouan. C'était pour constituer la première école des 4 révolutionnaires du Maroc, dans une petite région qui s'appelle Djenan Rohoni. Et c'est là donc Nadir Bouzar a formé ces 204 qui à leur tour ont formé à chacun son petit groupe de résistants. Et de ce fait, Nadir Bouzar était devenu chef d'état-major de l'armée de libération marocaine, du Rif et de l'Atlas. Par la suite, il a pu coordonner l'action commune algéro-marocaine du 2 octobre 1955 qui, avec les armes du Dina, a pu faire aboutir cette opération qui était importante. Parce que juste suite à cette opération, le gouvernement marocain qui avait destitué le roi Mohamed El-Khamis était revenu sur sa décision de faire revenir le roi pour apaiser un peu les tensions. Pardon, voilà, exactement. Le 2 octobre 1955, en effet, un état-major commun algéro-marocain supervisa l'action commune à partir du Rif pour le Maroc et en Oranie. Cet épisode très important de la lutte de libération nationale intervenait après les événements d'août 1955 dans le nord constantinois lors de l'anniversaire de la déposition de Mohamed V et, surtout, marquait d'une manière spectaculaire l'unité d'action dans la lutte de libération en Algérie et au Maroc. Ce fut là un tournant décisif dans le cours de la lutte armée contre le colonialisme français. Les combats furent très durs dans toute l'Oranie, quadrillés par l'armée française et les colons français. Et au nord du Maroc, les combats furent si meurtriers que la zone où ils se déroulèrent fut appelée le triangle de la mort par les médias français. Le gouvernement français, pris de panique, décida alors de libérer le roi Mohamed V et de lui remettre son trône pour isoler la lutte armée en Algérie. Et c'était d'ailleurs le but. C'était le but. C'était le but de unifier l'Afrique du Nord dans l'action. Et non pas, d'ailleurs, ils ont obtenu, dans un but bien précis, ils ont obtenu l'autonomie interne grâce à la révolution algérienne. Il y a des gens qui le reconnaissent, les Marocains et les Tunisiens. C'est grâce à la résistance et la révolution algérienne qui a pris de l'ampleur, les Français ont lâché l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, qui étaient d'ailleurs que des protectorats. Peut-être plus tard, si jamais bon, ça n'a pas pris. Mais cela ne changera en rien le cours inexorable de l'histoire. Les jours du colonialisme français étaient désormais comptés. Dans toute cette action, qui constitua un tournant dans la lutte commune des Maghrébins et où se manifesta spectaculairement la solidarité de la lutte algéro-marocaine, Nadir Bouzar joua un rôle remarquable. Sa mission au Maroc accomplie, il revint ensuite en Algérie où il embrassa une carrière diplomatique. Il décédera le 12 août 1975 à Alger. La plaque funéraire de Nadir Bouzar, qui repose à Miliana, sa ville d'origine, précise qu'il est un martyr de la cause maghrébine. Quant au Dina, quoi qu'il soit devenu, ce petit bateau était entré dans la grande histoire de l'Algérie.